J'ai toujours su que ma vie ne serait pas un long fleuve tranquille, même si je n'aurais jamais imaginé que mon propre père et ma belle-mère seraient prêts à tout pour mettre la main sur l'héritage que ma mère m'a laissé. Moi, c'est Élodie, j'ai 17 ans, et ce que je m'apprête à raconter, c'est loin d'être une histoire banale de famille recomposée. Tout commence à Saint-Rémy-de-Provence, un petit coin de paradis où j'ai grandi. Ma mère, Hélène, est morte quand j'avais 7 ans. Un choc terrible, évidemment. Mais ce que je ne savais pas encore, c'est qu'elle m'avait laissé un cadeau immense, bien plus qu'un simple souvenir ou un bijou de famille. Un héritage financier conséquent, soigneusement préparé par elle avant de partir. Mon père, Jean, s'est remarié quand j'avais 9 ans avec Muriel, une femme du coin, toujours impeccablement maquillée et habillée comme si elle sortait d'un défilé de mode à Paris. Elle est venue avec sa fille, Camille, qui a 16 ans, 1 an de moins que moi. Camille et moi, disons que la complicité n'a jamais été notre fort. Elle a ce petit air suffisant, comme si tout lui était dû, et ça m'agace profondément. J'ai aussi un demi-frère, Baptiste, qui a 5 ans. Lui, c'est plutôt un rayon de soleil dans ce chaos familial, encore trop jeune pour comprendre les tensions qui nous déchirent. L'année dernière, tout a basculé. Mes grands-parents maternels, des entrepreneurs à la retraite qui ont fait fortune dans le textile à Lyon, m'ont amené à part pour me révéler un secret. Je pensais qu'ils allaient me parler des études, de mon avenir, ou me donner des conseils ennuyeux du genre « sois prudente » ou « travaille dur ». Keneni. Ils m'ont annoncé que j'allais hériter d'une somme entre 500 000 et 1 million d'euros à mes 18 ans. Oui, vous avez bien lu. Cette fortune provenait d'un fonds en fiducie établi par ma mère avant sa mort, alimenté par mes grands-parents. Ils avaient tout prévu pour que ni mon père ni sa nouvelle famille ne puissent toucher à cet argent. Une vraie forteresse financière. Je n'ai pas sauté de joie comme dans les films, parce que l'argent ne remplace pas une maman, mais l'idée d'avoir un tel pactole entre les mains me paraissait à la fois fascinante et terrifiante. C'était comme passer du statut de lycéenne modeste à héritière d'un empire du jour au lendemain. Ma mère, avec sa clairvoyance habituelle, voulait que je sois protégée, que mon avenir soit assuré, même si elle n'était plus là. Elle ne voulait surtout pas que Jean, Muriel, Camille ou Baptiste mettent la main sur cette fortune. Je me sentais à la fois chanceuse et prisonnière de cette situation. Quand j'ai décidé d'en parler à mon père, je pensais naïvement qu'il serait fier et heureux pour moi. Grossière erreur. Dès que je lui ai lâché l'information, son visage a blêmi, comme si je lui avais annoncé que j'avais mangé son dernier camembert. Rapidement, il a commencé à poser des questions, puis à en parler avec Muriel. Et là, ça a dégénéré. Ils m'ont convoqué pour une discussion de famille, un euphémisme pour une tentative bien orchestrée de me faire céder. Muriel, toujours vêtue d'une robe cintrée qui mettait en valeur ses courbes avec une élégance presque provocante, a commencé à jouer la carte de la compassion. Elle parlait de Camille, de ses rêves d'études de droit à Aix-en-Provence, de ses ambitions, et comment elle ne pourrait jamais s'en sortir sans un coup de pouce financier. Baptiste, lui aussi, a été mis sur le tapis comme une future victime innocente de mes économies. Je suis restée là, abasourdie, me demandant si j'étais dans une mauvaise comédie dramatique. J'ai été claire. Cet argent n'était pas une cagnotte familiale à partager. C'était le fruit du travail de ma mère et de mes grands-parents, réservé à mon avenir seul. Muriel s'est alors transformée, passant de la douce belle-mère à une lionne protégeant ses petits, mais dans ce cas, prête à tout pour dévorer mon héritage. Elle m'a traitée d'égoïste, de fille ingrate, me reprochant de briser la famille. Jean hocha la tête, comme s'il avait découvert la vérité universelle, mais je savais que derrière cette façade, c'était la soif d'argent qui parlait. J'ai tenu bon. Je ne céderai pas. Cet argent, c'est mon bouclier, le dernier lien tangible avec ma mère. Ce sera mon avenir, pas leur planche de salut. Après cette confrontation, l'ambiance à la maison est devenue glaciale. Jean et Muriel m'évitaient, et Camille lançait des regards assassins à chaque fois que je passais près d'elle. Une fois, j'ai surpris Muriel en train de chuchoter avec Camille, un sourire en coin, comme si elle tramait quelque chose. Elles attendaient que je craque, que je cède sous la pression. Mais elles ne comprenaient pas à qui elles avaient affaire. Muriel a même tenté une approche cœur à cœur, dans la cuisine, alors que je préparais un sandwich. Elle parlait de la valeur de la famille, de solidarité, et de ce que signifiait partager. Je l'ai laissé finir avant de lui rappeler que Camille n'était pas ma sœur, et que Baptiste, bien qu'étant mon frère par alliance, n'avait aucun droit sur cet argent. Elle était choquée, comme si je venais de lui dire que son sac Chanel était un faux. Je ne cédais pas. Pas un centime. Une semaine plus tard, Jean et moi avons eu une dispute violente, la première de notre histoire. Il est rentré du travail tendu, sans un bonjour, et m'a lancé un ultimatum déguisé en discussion raisonnable. Il voulait que je pense à Camille, à Baptiste, à la famille. J'ai répondu que ce n'était pas ma responsabilité. Que si Camille voulait étudier, c'était à ses parents de trouver les moyens, pas à moi. Je lui ai rappelé que l'argent venait de ma mère et de mes grands-parents, pas de lui. Il a explosé,
criant que tout ce qu'il avait fait pour moi, c'était suffisant pour mériter un partage. Je me suis retenu de rire. Élever un enfant, c'est le minimum syndical, pas une faveur. J'ai tenu bon, lui rappelant que je ne céderai pas un centime point depuis, le silence règne à la maison. Jean évite mes regards, Muriel ne me parle plus, et Camille joue la comédie de la victime blessée. Un jour, j'ai surpris une conversation entre elles où elles évoquaient un avocat. Bingo. Elles essayaient de me faire peur avec des menaces juridiques. Mais le notaire de mes grands-parents a confirmé que le fonds était inattaquable, un véritable coffre-fort financier. Muriel a alors abandonné le masque de la gentille belle-mère. Elle m'ignore complètement, comme si j'étais un fantôme. J'avoue, ça ne me dérange pas. Moins je la vois, mieux je me porte. Mais je sens que la tempête n'est pas finie. À l'approche de mes 18 ans, la tension monte encore. J'en tente de redevenir « papa sympa », avec des propositions incongrues, comme aller pêcher ensemble. Je lui ai répondu que j'avais trop à faire, pas question de retomber dans son piège. Pendant ce temps, Muriel s'affaire à trier des papiers, que j'ai surpris sur la table du salon. Des documents légaux à mon nom. Je garde un œil vigilant. Puis, ils ont remis ça, tous les deux, pour me demander de céder une partie de l'héritage. J'ai dit non, encore et encore. Muriel s'est mise à gesticuler, à crier que j'étais égoïste et que je gâchais tout. Jean a renchéri, me reprochant de ne pas penser à la famille. Je me suis levée, prête à exploser. Sacrifice? Quels sacrifices? J'ai vécu sous ce toit, je suis allée à l'école, j'ai bossé dur. Je n'ai jamais demandé un centime. Et maintenant que j'ai enfin quelque chose à moi, vous croyez que je vous dois tout? Ils étaient bouche bée. J'avais franchi une ligne. Mais je ne regrette rien. Puis, la nouvelle est tombée. Jean avait contacté l'avocat de ma mère pour tenter de contester le fonds. J'ai appelé mon grand-père, furieuse. Il m'a rassurée, tout est verrouillé, personne ne pourra toucher à cet argent. Ça m'a donné la force de continuer. Les jours ont passé, mon anniversaire approchait. L'ambiance était lourde, presque palpable. Puis, quelques jours avant le grand jour, j'ai trouvé une lettre sur la table, signée de mon père. Il me menaçait de me mettre à la porte si je ne partageais pas. J'étais furieuse, mais je savais qu'il ne fallait pas céder. Le soir, toute la famille était réunie dans le salon, le silence pesant. J'ai confronté mon père, lui disant que j'avais lu sa lettre. Muriel souriait, sûre d'elle. Jean tentait de jouer le médiateur, me suppliant de penser à la famille. Camille, avec son air de princesse blessée, m'a traité de égoïste. Je lui ai répondu que cet argent n'était pas un dû, que c'était mon avenir, et que je ne céderais pas. Muriel a alors sorti son ultime carte, me disant de partir si je ne voulais pas jouer le jeu familial. Jean, muet, ne m'a pas défendu. J'ai compris que la guerre était déclarée. J'ai pris mes affaires, appelé mes grands-parents, et suis parti, le cœur lourd mais la tête haute. Chez eux, j'ai trouvé refuge, soutien et conseil. Mon grand-père, avec son humour pince sans rire, m'a même proposé de déposer une plainte si Jean et Muriel devenaient trop insistants. Je savais que le pire restait à venir, mais j'étais prête à me battre. Le jour de mes 18 ans est arrivé sans éclat, comme un orage qui menace mais ne gronde pas. Mon grand-père m'a remis les papiers officiels, me donnant contrôle total sur le fonds. C'était un moment solennel, mais mon téléphone n'a pas tardé à vibrer. Jean. J'ai répondu, espérant un signe de réconciliation. Il n'en fut rien. Une fois de plus, il a essayé de me faire changer d'avis, de me culpabiliser. J'ai coupé court. Cette fois, c'était fini. Cette fortune, c'est ma liberté, mon héritage, et je la défendrai contre vent et marée. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je suis prête à affronter la tempête. Parce que, parfois, être une jeune femme, c'est aussi apprendre à dire non, à se battre pour ce qui nous revient de droit, et surtout, à vivre selon ses propres règles. Et au fond, je me demande si tout ça n'est pas qu'un début. Parce que quand on ouvre la porte à la vérité, parfois, ce sont des secrets bien plus sombres qui attendent derrière. Les jours qui ont suivi mon 18e anniversaire se sont déroulés dans une atmosphère étrange, comme si le calme apparent cachait une tempête prête à éclater à tout moment. Mes grands-parents, toujours aussi protecteurs, m'ont accueilli chez eux à Lyon, dans leur appartement cossu du quartier des Brotteaux. Là-bas, entre les murs chargés de souvenirs familiaux et les portraits anciens de mes aïeux, je retrouvais un semblant de paix. Mais je savais que cette bulle fragile risquait de voler en éclats à la moindre occasion. Mon quotidien s'était transformé du tout au tout. Fini la maison où je devais marcher sur des œufs, esquiver les regards glacés de Muriel et les railleries silencieuses de Camille. Ici, je pouvais enfin respirer, même si parfois, le poids de l'héritage me serrait la poitrine. Gérer une fortune, ce n'est pas un jeu d'enfant, surtout quand on n'a que 18 ans. Mes grands-parents m'ont aidé à trouver un conseiller financier compétent, un certain monsieur Lefebvre, qui parlait avec la sagesse d'un vieux sage et l'humour pince sans rire d'un comédien de boulevard. Il m'a expliqué comment placer mon argent,
éviter les pièges et surtout, comment protéger ce trésor des vautours qui rôdaient. Je me surprenais parfois à rêver à ce que je pourrais faire de cet argent. Ouvrir une librairie café à Lyon, peut-être, un endroit où les gens pourraient venir se perdre dans des livres et déguster un espresso corsé. Ou bien financer des projets pour aider des jeunes filles comme moi, laissées pour compte par leur famille. Mais ce n'était pas encore le moment de me disperser, il fallait d'abord consolider mes bases points cependant, la maison familiale continuait de me hanter. Jean et Muriel n'avaient pas baissé les bras. Le silence radio qu'ils avaient instauré était trompeur. Un soir, alors que j'étais en train de lire dans le salon des grands-parents, mon téléphone s'est mis à vibrer avec insistance. Un message anonyme, sans signature. Juste un seul mot, méfie-toi. Mon cœur a raté un battement. Était-ce un avertissement de la part de quelqu'un qui voulait me protéger? Ou un jeu sordide de Jean et Muriel, toujours prêts à manipuler les ombres? Je n'ai pas osé en parler à mes grands-parents tout de suite, de peur de les inquiéter. Pourtant, cette menace muette a réveillé en moi une détermination nouvelle. Je n'étais plus une adolescente naïve. J'étais la gardienne d'un héritage, mais aussi d'un secret. Un secret que ma mère, avec tant de précaution, avait tenté d'enterrer. Quelques jours après ce message, j'ai décidé de retourner à Saint-Rémy, non pas pour affronter Jean et sa famille, mais pour fouiller dans le passé, dans les affaires laissées par ma mère. Je savais que quelque chose clochait, que derrière cette fortune bien gardée, il y avait une toile d'araignée tissée d'histoires inavouées. Chez mes grands-parents, j'ai pris un vieux carton poussiéreux, rempli de lettres, de photos jaunies et de documents. Parmi eux, un carnet de cuir, finement relié, qui appartenait à ma mère. En l'ouvrant, j'ai découvert son écriture élégante et nerveuse, des notes, des comptes rendus, des noms et des dates qui semblaient former un puzzle complexe. Elle y parlait de menaces, de trahison, et surtout, d'une vérité à protéger coûte que coûte. En lisant ces pages, j'ai ressenti un frisson, une présence presque palpable. Ma mère avait su que ce combat ne s'arrêterait pas à sa mort. Elle avait anticipé que certains chercheraient à me dépouiller, mais elle avait aussi laissé des indices pour me guider. Plus je déchiffrais ce carnet, plus j'étais convaincue qu'il y avait une raison pour laquelle Jean et Muriel étaient prêts à tout. Ce n'était pas seulement l'argent. Il y avait quelque chose d'autre, un secret de famille enfoui, un mystère que je devais élucider. L'après-midi s'est écoulé dans une quête effrénée de réponses. J'ai retrouvé des photos de ma mère avec un homme que je ne connaissais pas, des lettres échangées en cachette, des traces d'un passé qu'on avait voulu effacer. C'était comme si Hélène avait vécu une double vie, une vie où elle avait affronté des ennemis invisibles. Je me suis levée, le carnet serré contre moi, décidée à ne pas laisser ce mystère s'éteindre. J'étais prête à plonger dans les profondeurs de cette histoire, à affronter les fantômes du passé, même si cela signifiait réveiller des démons. Car parfois, pour protéger ce que l'on aime, il faut d'abord affronter l'inconnu. Et alors que je refermais le carnet pour ce soir, une pensée m'a traversé l'esprit. Dans cette famille, tout n'était qu'apparence. Derrière les sourires, les faux semblants, il y avait des vérités lourdes à porter. Et moi, je devais choisir. Rester enfermée dans la sécurité fragile de mes grands-parents, ou descendre dans l'arène, seule contre tous. Je savais que la suite ne serait pas un long fleuve tranquille. Mais une chose était certaine. Je ne laisserai personne dérober mon avenir, ni l'héritage de ma mère, ni la vérité qu'elle avait voulu me transmettre. Le mystère s'épaississait, et je sentais qu'à chaque pas, je m'approchais d'un secret qui pourrait tout changer. Mais pour l'instant, le silence de la nuit enveloppait Lyon, et moi, je me préparais à écrire le prochain chapitre de ma vie, avec la force et la rage d'une jeune femme qui refuse de se laisser faire. Les semaines qui ont suivi ma plongée dans le carnet de ma mère ont été un mélange étrange de calme apparent et de tension sourde. Je vivais toujours chez mes grands-parents à Lyon, mais mon esprit ne cessait de vagabonder entre les lignes griffonnées par Hélène, cherchant à assembler les pièces d'un puzzle dont l'image restait floue. Chaque mot, chaque nom, chaque date était une clé potentielle. Pourtant, plus j'avançais, plus je comprenais que le secret qu'elle avait enfoui était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Un samedi matin, alors que le soleil filtrait à peine à travers les persiennes de la chambre d'amis, je me suis décidée à appeler une amie d'enfance, Clémence, qui habitait toujours Saint-Rémy. Elle était une de ces rares personnes qui me connaissaient depuis toujours, celle à qui je pouvais tout confier sans craindre d'être jugée. Je n'avais pas encore parlé à grand monde de l'héritage ou du conflit avec mon père, mais je sentais que j'avais besoin d'un allié, même pour simplement garder les pieds sur terre. Clémence m'a parlé des derniers potins du village, mais j'étais à 1000 lieues de ces banalités. Puis, elle m'a confié qu'elle avait entendu dire que Jean et Muriel avaient engagé un détective privé. Le genre de personne qui fouille dans la vie des autres comme un chat dans une boîte à chaussures. Ça m'a fait sourire malgré moi. Je me demandais s'il cherchait à me piéger ou à découvrir ce que je savais. J'ai ri en imaginant ce détective en imperméable beige, lunettes de soleil vissées sur le nez, traquant une adolescente dans les ruelles ensoleillées de Provence. Ce petit détail a suffi à raviver ma méfiance. Je savais que mes ennemis ne reculeront devant rien. Mais moi aussi, j'avais mes cartes à jouer. Le lendemain, j'ai pris la décision d'aller à Saint-Rémy pour fouiller un peu plus dans le passé de ma mère. Cette fois,
Pas seul. Mon grand-père m'a accompagné, armé de sa sagesse et de son humour grinçant, prêt à me soutenir face aux tempêtes. Nous avons commencé par la maison où j'avais grandi, désormais habitée par Jean, Muriel et leur petite troupe. Entrer dans cette maison était comme pénétrer dans un théâtre où les masques étaient tombés depuis longtemps. Les murs semblaient porter les échos des disputes, des silences lourds, des regards assassins. Mais ce qui m'importait, c'était la cave. Un endroit que ma mère avait souvent évité, comme si elle y avait caché quelque chose d'inaccessible. Avec l'autorisation un peu forcée de Jean, qui roulait des yeux comme si je venais de lui demander la recette du cassoulet, nous avons descendu les marches grinçantes. Là, derrière une vieille armoire bancale, mon grand-père a découvert une trappe dérobée, à peine visible sous des cartons poussiéreux. L'ouverture révélait un petit coffre métallique, scellé et verrouillé. Mon cœur s'est emballé. J'ai tout de suite pensé au secret que ma mère voulait protéger. Après quelques efforts et l'aide précieuse de mon grand-père, qui a plaisanté en disant qu'à son âge, il pouvait ouvrir un coffre-fort les yeux fermés, nous avons réussi à ouvrir la boîte. À l'intérieur, il y avait des documents, des photos, et surtout, un petit carnet en cuir semblable à celui que j'avais déjà lu. Ce carnet-là contenait des notes plus intimes, des noms codés, des adresses, et des allusions à une affaire qui impliquait non seulement ma famille, mais aussi des personnes influentes du village. Ce que j'ai découvert m'a glacé. Ma mère avait été mêlée à une lutte bien plus dangereuse que je ne le croyais. Une lutte qui pourrait expliquer pourquoi elle avait pris tant de précautions avec cet argent, pourquoi elle avait voulu me protéger à tout prix. Il y avait des indices sur des transactions douteuses, des menaces, et même une mystérieuse disparition. Je sentais le poids de cette responsabilité peser sur mes épaules. Ce coffre ne contenait pas seulement des papiers, mais le passé lourd d'une femme qui avait choisi de se battre dans l'ombre, pour moi, pour notre famille. Le soir, en rentrant chez mes grands-parents, je ne pouvais m'empêcher de repenser à tout ça. La vérité, pensais-je, est souvent bien plus tordue que ce que l'on imagine. Et dans mon cas, elle semblait prête à éclater comme un feu d'artifice, illuminant tout, mais laissant derrière elle un chaos imprévisible. J'ai compris que ma bataille avec Jean et Muriel n'était que la surface d'un iceberg. Ce qui m'attendait était une plongée en eau trouble, où chaque révélation pouvait changer la donne, où la confiance devenait un luxe rare, et où mes choix pourraient déterminer non seulement mon avenir, mais aussi celui de ceux que j'aime. Je n'étais plus simplement une héritière. J'étais devenue une gardienne de secrets, une combattante malgré moi, prête à affronter les tempêtes que la vie avait en réserve. Alors que la nuit tombait sur Lyon, je sentais au creux de mon ventre cette étrange sensation. Celle d'un avenir incertain, chargé de promesses, de dangers, et peut-être, d'une rédemption inattendue. Le poids de ce secret nouvellement découvert semblait peser sur chaque battement de mon cœur. Loin de la douceur rassurante du foyer de mes grands-parents, je sentais une urgence, un appel à agir, à percer le voile qui enveloppait la vie de ma mère, et par extension, la mienne. Pourtant, j'étais loin d'être prête à affronter seule cette vérité, aussi brûlante qu'un soleil d'été sur la place du village. Les jours suivants, j'ai plongé dans une routine presque obsessionnelle, dévorant chaque page, chaque mot, cherchant à décrypter ce que ma mère avait laissé derrière elle. Son écriture, parfois tremblante, révélait une femme en lutte, une héroïne silencieuse qui avait affronté des ennemis invisibles, des trahisons familiales, et des menaces voilées. Elle avait pris soin d'écrire des codes, des références à des lieux et des personnes du village, comme pour me guider à travers un labyrinthe où se mêlaient la vérité et le mensonge. Un après-midi, alors que je feuilletais un album photo ancien, une image attira mon attention. Ma mère, souriante, aux côtés d'un homme que je ne connaissais pas, dans un café de la vieille ville de Lyon. Ce n'était pas un cliché familial ordinaire. Sur la table, un dossier épais, fermé, semblait contenir des documents importants. L'homme, élégant, au regard franc, me donnait l'impression d'être un allié, peut-être même un protecteur de ma mère. Une question brûlait mes lèvres. Qui était-il? Et surtout, quel rôle avait-il joué dans cette histoire? J'avais besoin de réponses, mais pour cela, il me fallait sortir de ma zone de confort, affronter des fantômes que j'avais longtemps évités. Le soir même, j'ai pris mon téléphone et cherché sur Internet. Après quelques recherches, j'ai trouvé une adresse, un cabinet d'avocats situé dans le quartier de la Croix-Rousse. Le nom de l'homme correspondait à celui d'un avocat réputé, maître Laurent Dupuis. Je sentais que ce contact pouvait être la clé de voûte de mon enquête. Le lendemain, j'ai demandé à mon grand-père de m'accompagner pour rencontrer maître Dupuis. En entrant dans son bureau, décoré d'étagères remplies de livres anciens et de diplômes encadrés, j'ai ressenti une atmosphère à la fois solennelle et rassurante. L'homme, entre deux âges, accueillant et souriant, semblait porter le poids de nombreuses confidences. Je lui ai parlé de ma mère, de l'héritage, des documents découverts, et de mon désir d'en savoir plus. Il a écouté attentivement, hochant la tête, avant de m'avouer que ma mère avait été son client et qu'elle lui avait confié des informations sensibles, craignant pour ma sécurité et celle de ma famille. Selon lui, elle avait découvert des irrégularités dans les affaires de Jean, des transactions suspectes et des tentatives de pression pour s'approprier son héritage par des moyens peu scrupuleux. Il m'a averti que ces révélations pouvaient provoquer des réactions violentes et que je devais être prudente. Malgré l'avertissement,
un feu nouveau embrasait mon esprit. J'étais prête à affronter l'orage, consciente que ma quête risquait de bouleverser le fragile équilibre de ma vie. Maître Dupuis m'a remis une boîte contenant des copies de documents, des preuves que ma mère avait rassemblées pour me protéger sur le chemin du retour. Je sentais la responsabilité grandir en moi. Je n'étais plus simplement une jeune femme héritière d'une fortune, j'étais devenue le dernier rempart contre ceux qui voulaient détruire tout ce que ma mère avait construit. Dès le retour chez mes grands-parents, j'ai passé la nuit à analyser ces documents. Chaque page révélait un fragment de vérité, une trahison, un mensonge. J'ai compris que la bataille à venir ne serait pas seulement juridique, mais aussi humaine, faite de choix douloureux et de confrontations inévitables. À eu petit matin, une dernière pensée m'a traversé l'esprit, glaciale et déterminée. Parfois, pour protéger ce qu'on aime, il faut être prête à tout brûler autour de soi. Et moi, j'étais prête à allumer ce feu. Les jours qui ont suivi cette révélation ont été un tourbillon d'émotions contradictoires. Je me sentais à la fois plus forte et plus vulnérable que jamais. Le poids des secrets de ma mère, des trahisons révélées par Maître Dupuis, s'ajoutait à la douleur de la rupture avec mon père et sa famille. Pourtant, je ne pouvais plus reculer. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, devait éclater. Chez mes grands-parents, j'ai trouvé un refuge précieux. Leur soutien inconditionnel m'a permis de tenir bon, de ne pas sombrer dans le désespoir. Mon grand-père, toujours plein d'esprit, n'hésitait pas à lancer des plaisanteries pour alléger l'atmosphère, même si je voyais bien qu'il était inquiet. Tu sais, Élodie, avec tout ça, tu pourrais écrire un roman à suspense. Attention, ne te prends pas pour Agatha Christie, hein. Son humour me redonnait du souffle. Mais le calme apparent était trompeur. Chaque coup de téléphone, chaque message restait une source de tension. Jean et Muriel n'avaient pas abandonné. Ils continuaient à chercher des failles, à me pousser à bout, comme des prédateurs patientants pour saisir leur proie. Je sentais leurs regards invisibles, leurs paroles assassines, même à distance. Un matin, alors que je prenais un café sur la terrasse des grands-parents, mon téléphone a vibré. Un nouveau message, cette fois anonyme, mais clair: arrête de creuser, ou tu regretteras. Mon sang s'est glacé. Ce genre de menace ne pouvait venir que de proches, de ceux qui craignaient que la vérité éclate. A eu lieu de céder, j'ai choisi d'avancer. J'ai contacté Maître Dupuis, qui m'a conseillé de renforcer ma sécurité, de ne parler qu'à des personnes de confiance. Il m'a aussi proposé de déposer plainte contre toute tentative d'intimidation. J'ai senti que cette affaire prenait une tournure bien plus grave que je ne l'avais imaginé. Parallèlement, j'ai continué à explorer les pistes laissées par ma mère. Parmi les documents, j'ai découvert un carnet d'adresses, avec des noms et des numéros que je ne connaissais pas. Certains correspondaient à des personnes influentes de la région, d'autres à des figures mystérieuses, presque fantomatiques. Je sentais que mes pas me menaient vers un réseau complexe, tissé d'alliances et de trahisons. Un soir, alors que l'orage grondait au-dessus de Lyon, j'ai reçu la visite inattendue d'une vieille amie de ma mère, Jeanne, une femme au regard vif et aux cheveux argentés. Elle venait m'apporter son soutien et des informations cruciales. Jeanne m'a raconté des fragments d'une histoire que ma mère avait tenté de me cacher, des combats silencieux, des sacrifices, et surtout, une promesse faite à mes grands-parents: protéger l'héritage coûte que coûte. Jeanne m'a également mis en garde contre Muriel, qui selon elle, cachait bien plus que ce qu'elle laissait paraître. Une femme capable de manipulation sournoise, prête à tout pour s'emparer de ce qui ne lui appartenait pas. Cette description correspondait parfaitement à l'image que j'avais d'elle. Les jours suivants ont été marqués par une succession de découvertes et de confrontations. J'ai dû affronter mes propres doutes, mes peurs, mais aussi la colère qui bouillonnait en moi. Chaque pas vers la vérité était une victoire, mais aussi une invitation au conflit. Un après-midi, alors que je consultais un dossier dans le bureau de mes grands-parents, j'ai entendu des voix étouffées à l'extérieur. Curieuse et méfiante, je suis sortie discrètement. Dans l'allée, j'ai surpris une conversation entre Jean et un homme que je ne connaissais pas, un type à l'allure sombre, aux gestes rapides et nerveux. Il parlait bas, mais j'ai saisi quelques mots: pression, argent, empêcher Élodie. Mon sang n'a fait qu'un tour. Le danger était plus proche que jamais. Cette rencontre, furtive mais lourde de menaces, confirmait que je n'étais pas seulement en guerre contre une famille divisée, mais contre un réseau d'intérêts obscurs. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je me suis tenue prête, consciente que la bataille venait à peine de commencer. Mais je savais aussi que je n'étais plus seule. Avec mes grands-parents, Maître Dupuis, et Jeanne à mes côtés, je pouvais affronter l'inconnu. Mon héritage n'était pas qu'une fortune. C'était un champ de bataille, un puzzle que je devais résoudre pour protéger mon avenir. Alors que les premiers rayons du soleil perçaient timidement à l'horizon, une certitude brûlait en moi: la vérité éclaterait, coûte que coûte. Mais à quel prix?